Journalistes, ceux qu'on veut interviewer s'attendent à ça ou pensent qu'on est comme ça ou pensent qu'on fait comme ça, alors que nous autres, on est restreints à des codes et des règles tellement différents. Oui, pour nous autres, c'est délicat, mais tant que c'est clair, ça va. Mais oui, il y a une tendance à en ratisser large. Et même chez nous, dans certaines émissions, à certains moments, il y a eu des pressions pour qu'on soit plus punch, pour qu'on soit plus provocateur. C'est à la mode. Les émissions de télé-réalité sont allées tellement loin, puis c'est en train de revenir. Peut-être que c'est juste un cycle. Est-ce que tu te compares quand tu regardes les autres? Comme toi, tu ne regardes pas la télé comme les nouvelles. Oui, tu écoutes les nouvelles, mais les nouvelles, tu les connais. Tu les as déjà fait dans la journée. Donc, tu regardes la télé le soir. Tu regardes-tu pour voir ce que l'autre fait ou quelqu'un comment c'est présenté? Est-ce que c'était différent? Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes la télé? Je vois le choix de l'éditorial, quelle nouvelle ils passent en premier, le traitement de la nouvelle, les invités qu'ils ont choisis, l'angle. Je regarde les différences de Lightning entre Radio-Canada et en TVA. L'attitude un peu aussi du lecteur de nouvelles, sa façon de lire, sa façon de tourner ses phrases. L'attitude, c'est beaucoup. On parle souvent du look, on parle souvent de la voix, on parle souvent des questions, mais l'attitude en langue. Qu'est-ce que tu appelles l'attitude? Si c'est pas le look, c'est pas la voix, c'est quoi? Comment tu le définirais? Peut-être que je pourrais dire autrement, c'est peut-être la personnalité de quelqu'un. Mais l'attitude que tu as envers une nouvelle, envers ton bulletin de nouvelle, ça teint la façon dont tu le dis, dont tu le lis, ça donne le ton, c'est la façon dont tu as intégré cette nouvelle-là, je pense. Quelqu'un qui lit quelque chose sans trop réfléchir à ce qu'il lit, ça paraît tout de suite. Je pense que c'est là-dedans que tu vois des nuances qui sont difficiles à codifier, c'est difficile de donner des termes à ça, mais ça fait la différence. Je pense que c'est ça qui reflète aussi la personnalité d'un lecteur de nouvelles, puis c'est là-dedans que les gens vont faire leur choix ou s'attacher à un plutôt qu'à un autre. Est-ce qu'être une femme dans ce milieu-là est un atout ou peut être considéré comme quelque chose de particulier? Ça vous a ouvert des portes ou comment? C'est sectaire? Maintenant, on ne veut pas que des lecteurs de nouvelles, dans la plupart des cas. On veut des animateurs, des gens qui ont fait du terrain, qui peuvent à brûle-pourpoint animer une émission en direct, des gens qui font des entrevues autant que lire des nouvelles. La complexité de la tâche a changé maintenant et ça prend quand même du bagage puis de l'expérience pour le faire. Alors, j'ai évolué avec l'arrivée du direct puis la transformation du travail. Puis maintenant, je pense pas que ce soit plus compliqué pour une femme, c'est différent. Il y a des batailles qui ne sont pas gagnées. Il y a des perceptions qui sont encore là. Mais les jeunes qui arrivent en ce moment dans le travail, c'est presque juste des femmes. Les patrons ont de la misère à trouver des hommes journalistes chez les jeunes. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, dans 10 ans puis dans 15 ans, les patronnes, les chefs de pupitre, ça va tout être des femmes. Avec leurs défauts et leurs qualités. Mais c'est pas vrai que ce sera plus difficile pour des femmes. Elles vont penser en femmes puis voir en femmes. Déjà là, moi, dans mon équipe, mes réalisatrices, c'est des réalisatrices, il n'y a pas beaucoup de gars. Alors, il est déjà en train de changer beaucoup le tableau. Cela dit, le public voit encore les femmes différemment, les patrons aussi. Je pense que c'est inconscient, là. Il n'y a personne qui voudrait volontairement faire de la ségrégation en 2008. Oui, je comprends. Oui. Mais on a encore des attitudes différentes. Le public a encore à apprendre, probablement à certains égards, qu'une femme, en faisant une entrevue, peut être... on a une attitude différente souvent. Moi, les gens ont toujours l'impression que je suis douce en entrevue. Oui. Je crée une communication, je suis pas agressive, mes questions peuvent être tout aussi dures. Puis parfois, les invités ne l'ont pas vu venir, elles peuvent être encore plus efficaces. Oui. En ce moment, il y a tellement de pression pour que les femmes soient à l'antenne. Je suis pas certaine qu'il n'y a pas au contraire un certain préjugé favorable. Okay. Mais je pense que dans la perception du travail des femmes et des hommes, les femmes ont encore à prendre plus d'assurance. On a besoin de douter moins de nous autres. On a besoin de mieux négocier nos contrats, notre longévité. Ça existe, oui. Alors, il ne faut pas juste obtenir la job, il ne faut pas juste être capable de la faire, il faut être capable de la justifier, de la protéger, de convaincre les patrons. Puis ça commence par se convaincre nous autres. Je pense que là-dessus, on a du chemin à faire. Et plus on avance dans le métier, plus c'est ça qui est important, la perception que les patrons ont
Puis les femmes, on est plus transparentes. On dit tout ce qui nous passe par la tête. On parle de nos humeurs, de nos SPM, de quoi que ce soit. On a moins l'attitude de toujours avoir un poker face, puis de montrer que ça va bien, puis qu'on est en contrôle. Mais ça change tellement vite que je peux pas dire que c'est encore je pense pas que ce soit défavorable aux femmes en ce moment. Mais on est en train de se chercher. Et pour vous, qu'est-ce que vous réserve l'avenir? Est-ce que vous entendez... Êtes-vous une personne qui a un plan de match? J'avoue que oui, je n'avais pas de plan de carrière. Moi, d'habitude, quand je suis confortable dans une job et que ça va, je commence pas à m'ennuyer, mais je me suis toujours placée en situation de danger. J'ai souvent recommencé dans des choses que je ne maîtrisais pas pour les apprendre puis me prouver que j'étais capable de les faire. J'ai beaucoup d'orgueil, souvent mal placé, et on peut me faire à peu près n'importe quoi si on me défie de le faire. J'ai fait des jobs souvent réservés aux hommes. Parce qu'inconsciemment, je voulais me prouver que j'étais capable quand même, comme mère de famille, de les faire. Des choses qui ne m'auraient pas attirée. Puis je les ai faites, puis j'étais contente après ça, puis j'aimais ça. Alors, c'était moins un plan de carrière que oh, ça, je ne l'ai pas fait, puis peut-être qu'ils ne sont pas sûrs que je serais capable de le faire, je vais aller leur prouver que je peux. C'est généralement ce qui m'a motivée. Alors, ça va mener où? J'en ai aucune idée. J'ai effectivement atteint un des objectifs que quand tu ne connais pas le métier, tu le donnes. Bon, lire un bulletin sur les ondes du réseau, c'est... Puis là, tu es arrivé, tu dis, mon Dieu, je suis arrivée, sauf que ça se complique, c'est d'autres choses. Je suis à un nouveau départ. Là, je regarde. Je ne sais pas ce que je ferai dans 10 ans, dans 20 ans, j'en ai aucune idée. Mais je suis quelqu'un aussi qui a plein de choses à faire encore. J'espère qu'à un moment donné, j'aurai fait le tour, puis je n'ai jamais fait de réalisation. J'aimerais ça en faire. J'aimerais ça enseigner. J'aimerais retourner à l'université et faire une autre carrière, qui sait. Je ne sais pas, je vais manquer d'années pour tout faire ça. Mais je sais qu'au moment où je m'ennuierai, il y a beaucoup d'autres choses que je veux faire. Alors, à ce moment-là, ce seront d'autres portes, j'imagine, qui vont s'ouvrir, puis qui vont... J'ai rarement l'instinct de rester en place. J'avoue, quand ça va trop bien, je me pose des questions. Il faut que ça bouge, il faut que ce soit toujours un effort et un défi. En attendant, sachez qu'on apprécie beaucoup votre visite. En fait, c'est nous qui sommes venus vous visiter, mais merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. C'était agréable. Merci beaucoup. Merci à vous.